Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous chaque matin. Vous êtes formidables en Nouvelle-Aquitaine. Alors au programme aujourd'hui, bonjour les amis. On va parler conso avec Alex. Exactement, vous allez au restaurant, quels sont vos droits par exemple? À quelles conditions vous avez le droit de renvoyer un plat? On va tout vous dire. Très bien. Et puis avec Sophie, notre chroniqueuse sport santé. Aujourd'hui, pas de sport mais de la santé. Oui, on va parler du petit déjeuner, le petit déjeuner idéal qu'on ne prend pas tous chaque matin finalement. Ouais, très bien. Donc des conseils peut-être à suivre. On ne touche pas, on mangera à la fin de l'émission. Et bonjour Karine. Bonjour Vanessa. Des conseils jardinage. Oui, moi aujourd'hui je vous parle des pélargoniums, la culture du pélargonium, comment ça se passe, comment les garder chez soi. C'est une très belle fleur, il faut savoir la conserver. Très bien. Et puis aujourd'hui, je suis sûre que notre invitée est formidable. Elle va être intéressée par tout ce que vous allez raconter. Elle habite dans le Périgord. Elle a reçu récemment le titre de meilleure influenceuse culinaire de France. Elle vit dans une région qui est idéale pour le bien manger. C'est son combat à elle. Comment bien manger pour pas forcément très cher et comment cuisiner aussi. Tout de suite, on retrouve Constance Régnier. Et bonjour Constance Régnier. Bonjour Vanessa. Vous êtes une militante du bien manger. Oui, ça vous va ce titre? Manger. Totalement. C'est la manière dont je me décris. Aujourd'hui, j'ai créé l'entreprise Au Nom du Goût. Au Nom du Goût, c'est ça. Totalement. Pour défendre le bien manger, le mieux manger. Et vous êtes ce qu'on appelle une influenceuse, une créatrice de contenu. Ça n'a pas toujours bonne presse quand on dit influenceur, influenceuse, mais vous, c'est plutôt le côté positif de la chose. Totalement. En fait, je me suis dit, aujourd'hui, on est tous sur nos réseaux sociaux. Je voulais partager le bien manger. On passe 3 heures par jour sur nos téléphones. Et s'il y a bien un endroit où il faut être pour essayer d'éduquer les gens à comprendre ce qu'ils mangent, c'est bien sur les réseaux. Alors, vous êtes suivi par 75 000 abonnés sur tous les réseaux confondus, surtout Insta, oui. Instagram, aussi sur TikTok et un petit peu sur Facebook. Ça, c'est pour les plus âgés. Oui. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de ce que vous faites. On regarde et on en reparle juste après. Gyoza industriel versus gyoza fait maison. Donc dans nos gyoza industriels qui sont au poulet et aux légumes, on a de la peau de poulet, du gluten et de l'eau. Alors pour le coup, s'il y a vraiment une recette à faire soi-même, c'est les gyoza asiatiques parce que déjà en termes de prix, ça n'a rien à voir. Vous allez faire une très grande économie. Et en termes de goût également, puisque vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de vos gyoza et surtout c'est bien meilleur en termes de saveur. Le plus compliqué, c'est de former vos gyoza, c'est ce qu'il y a de plus long. Et alors mon astuce après pour la cuisson, c'est de bien les faire griller dans une poêle chaude avec un peu d'huile. Une fois qu'ils sont bien dorés, on rajoute de l'eau pour cuire la pâte. Vous mettez un couvercle quelques minutes et après vous l'enlevez pour que l'eau s'évapore et que ça grille encore. Verdict, on déguste. La texture est bonne, mais on n'a pas le goût de poulet. Ce côté umami, on l'a pas du tout. Et ça fait, en fait, c'est un goût très plat, pas de saveur. Notre fait maison, dans notre sauce maison, avec un peu de vinaigre de riz, sauce soja, huile de sésame. On a plus de mâche, c'est croustillant. Et avec le poulet, les aromates, on a du goût. Conclusion, les gyoza, c'est pas si compliqué à faire et surtout, c'est bien moins cher maison. Au nom du goût. Et ça donne envie de faire ces gyoza et de les manger. C'est vraiment ce que vous faites. Vous donnez des idées de recettes, on vous voit faire et vous comparez aussi beaucoup ce qui est industriel et ce qui est fait maison. C'est ça. En fait, j'ai travaillé dans l'agro-industrie, donc c'est pour ça que j'ai fait ce cheminement et qu'aujourd'hui, je me dis qu'il faut expliquer aux gens ce qu'il y a derrière les produits pour qu'ils comprennent vraiment. Et le fait de comparer le fait maison à l'industriel, alors on ne peut pas faire tout le temps tous ces gyoza maison, etc. Mais le but, c'est de montrer vraiment que ça coûte moins cher, qu'on ne s'empoisonne pas, de comprendre ce qu'il y a dans un produit et que d'un point de vue gustatif, vraiment, ça fait toute la différence. Et que ce n'est pas forcément très cher. Totalement. Il faut du temps, juste un peu. Prendre du temps pour cuisiner. Il faut du temps, s'organiser. Aujourd'hui, on ne cuisine plus, on n'a plus le temps, c'est plus trop notre priorité. Et c'est tout un... Il faut se réorganiser, c'est toute une façon de penser. C'est une éducation, en fait, peut-être, une rééducation. Totalement, une éducation. Moi, je vois ma grand-mère, en 3 générations, je me dis, on a perdu énormément de choses. Elle n'a pas fait d'études, elle avait son jardin, sa ferme, elle savait se nourrir. Aujourd'hui, nous, nos supermarchés sont fermés, on ne sait même pas se nourrir. C'est ça qui est hallucinant. C'est ça qui m'a fait aussi prendre conscience que, voilà, on ne sait plus manger, on ne sait plus se nourrir. Et il y a plein de choses à faire pour rééduquer
Et ce qui est chouette, et vous l'avez dit, c'est que vous êtes une bifurqueuse, on peut appeler ça comme ça. Vous aviez une voie toute tracée, vous avez fait un BTS quand même dans la diététique, et ensuite vous avez bossé dans l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrêtiez d'y bosser dans cette industrie agroalimentaire? Qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs plus précisément? Alors, j'étais chef de projet R&D, donc la recherche et le développement, c'est toutes les équipes innovation qui vont créer les nouveaux produits que l'on a dans nos supermarchés. Et en fait, je suis passée de la diététique à la R&D dans l'agro-industrie parce que j'ai vu toutes les maladies liées à la dénutrition, au surpoids. Aujourd'hui, on meurt plus d'obésité et de surpoids quand même que de dénutrition. C'est hyper important de l'avoir en tête. Et je voulais être en amont de toutes ces maladies et créer les produits. Donc, parcours classique d'ingénieur agro, grosse entreprise en France. Et à l'étranger aussi. Et à l'étranger, au Canada, à Los Angeles, où j'étais chef de projet. Et au bout d'un moment, ça ne matchait plus avec mes valeurs, avec la manière dont j'avais été éduquée dans une famille de bons vivants. Et quand on est chef de projet R&D, c'est beaucoup de l'assemblage. Dans l'agro-industrie, on assemble des ingrédients, ce qui vous fait un produit. Et donc, j'ai un peu tout plaqué. J'ai fait un tour de France des terroirs. Je suis allée voir des artisans, des producteurs pour apprendre leur métier, apprendre comment on fabrique des produits, apprendre nos terroirs. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans les réseaux. Et pourquoi le Périgord d'ailleurs? Parce que vous étiez en Alsace. Alors, c'est une autre région où on mange bien l'Alsace. Et pourquoi être venu dans le Périgord? Effectivement, j'ai vécu 15 ans en Alsace, donc j'ai démarré d'ailleurs mon tour de France en Alsace et dans le nord de la France. Et pourquoi le Périgord? À Audrix plus précisément, c'est près des Aisies. Près du Buc, des Aisies, etc. C'est vrai. C'est une région avec une gastronomie très forte. L'endroit est magnifique, c'est très touristique. Et pour vouloir mettre des poules, avoir un potager et vraiment vivre soi-même ce qu'on a, incarner ce qu'on partage sur les réseaux, c'est une superbe région. Oui, et puis alors c'est ce que vous dites, vous avez des poules, vous avez un jardin, vous avez les pieds vraiment ancrés dans la terre sur ce territoire. On est loin de l'image qu'on peut encore une fois avoir des influenceurs, parfois qui sont à Dubaï, qui sont dans le bling-bling. Là, c'est vraiment très différent ce que vous faites. Très différent. C'est très différent. Il y a des influenceurs qui font ce métier par passion, par partage, des gens qui sont militants pour partager quelque chose. Et effectivement, il y a la grosse partie où c'est des codes promotionnels et des produits made in China qui n'ont pas d'intérêt vraiment pour le grand public. Donc, il faut essayer de se démarquer et rentrer dans des niches. Vous faites des chroniques sur France Bleu Périgord. Oui. Vous essayez effectivement de passer votre message par différents médias. Totalement. En fait, je suis à mon compte, donc il faut avoir plusieurs missions pour s'en sortir. La création de contenu, comment est-ce qu'on vit de ça? C'est grâce à des collaborations. Donc, je travaille beaucoup avec l'ANA, l'Agence de l'alimentation de la Nouvelle-Aquitaine, pour promouvoir les terroirs, pour promouvoir la noix du Périgord, le jambon de Bayonne, différents produits. Et j'ai effectivement des missions de chroniqueuse, d'animatrice sur le salon de l'agriculture, par exemple, cette année. Vous nous donnerez encore quelques conseils tout à l'heure. On verra d'ailleurs avec Sophie le petit déjeuner idéal. Vous nous direz qu'est-ce que vous prenez, vous, le matin. Vous restez avec nous pendant toute cette émission, évidemment, Constance. Mais on va parler tout de suite conso. On s'éloigne pas trop, finalement, de notre thématique, puisqu'on va parler des restaurants avec Alex. Les restaurants, Alex. Exactement. Bonjour Constance. Bonjour Alex. Et ça fait plaisir de voir des influenceurs qui savent de quoi ils parlent. Oui, bref. C'est pas toujours le cas. Ça, c'est fait. Effectivement, on va parler des restaurants. On va au restaurant. On sait que les Français adorent la bonne bouffe. On sait que les Français, les Françaises adorent aller au restaurant. Malheureusement, de moins en moins. Pour des questions souvent économiques. L'inflation, exactement. Il y a une étude qui a été menée. 37% des Français déclarent cuisiner davantage de repas à la maison pour faire des économies. C'est une étude qui a été menée en début 2024. Vous voyez, 37%, on se rapproche d'un Français sur deux. Je sais pas, ça se rapproche aussi de faire, pourquoi pas, ces recettes à la maison et de les emmener, des petits gyoza comme ça pour le midi, qu'on a vu sur les réseaux sociaux de Constance. Est-ce que tu fais tes petits repas? Des gyoza, non. Je ne fais pas encore de gyoza, mais je fais beaucoup mes repas et le moins possible de produits transformés. Ouais, voilà. Et on les emmène ensuite et on mange quand on est au boulot, si on a un petit endroit pour Non, alors ça pour non, manger. j'avoue que je fais les repas le soir, le week-end, mais à midi, moi j'aime bien de temps en temps, quand je peux, aller me faire un petit restaurant. Et donc au restaurant, quels sont vos droits? Parce que parfois, on va au restaurant et on ne sait pas, par exemple, on se fait voler son vêtement. Comment ça se passe? Qui est responsable? Un serveur nous renverse quelque chose sur notre veste, sur notre costume. Comment ça se passe concrètement? Qui rembourse? Alors on va se faire un petit quiz, tous ensemble. Vous aussi qui êtes à la maison, vous pouvez jouer. On commence avec la carafe d'eau. Est-ce que la carafe d'eau est obligatoire au restaurant? Constance? Oui, c'est d'ailleurs le seul pays pour moi au monde où c'est obligatoire et gratuit.
Et gratuit. Moi, je sais qu'il y a une période, il y a un restaurant en Normandie, je me souviens, désolé les Normands, mais qui nous ont fait payer la carafe d'eau. Alors, il n'était pas dans l'illégalité. Ouais. On avait le droit de faire payer la carafe d'eau. Il y a une loi qui est passée en 2022, c'est la loi anti-gaspillage, où là, en fait, un restaurant est obligé de vous donner une carafe d'eau gratuite si vous la demandez, si vous consommez quelque chose dans le restaurant. Oui. Par contre, si vous arrivez et que vous ne consommez rien, que vous demandez une carafe d'eau, c'est pas illégal de la faire payer. Ouais. Voilà, il faut consommer quelque chose. C'est comme les couverts, c'est comme le sel, le poivre. C'est compris dans le prix du plat que vous allez acheter, par exemple. Donc, carafe d'eau obligatoire, gratuite, quand vous consommez. Ça, c'est la première chose. On continue avec la deuxième. Renvoyer son plat. On va se faire un petit buzzer. Ouais. À partir de quel moment est-ce que j'ai le droit de renvoyer mon plat, de dire « Ok, ça, j'en veux pas » et ne pas le payer, bien sûr. Première proposition. J'ai un gazpacho qui arrive. Gazpacho, ça se mange froid normalement. Oui. Il est tiède. Est-ce que j'ai le droit de le renvoyer? Oui. Oui, ça c'est la première des conditions. Bravo. J'aime pas mon plat. Est-ce que j'ai le droit de le renvoyer? Non. Même si je suis allergique. C'est subjectif. Ouais, je me rends pas le droit de le renvoyer. Ouais. Effectivement. Une autre proposition. Je prends quelque chose qui est à base de saumon. Je me rends compte qu'il y a de la truite à l'intérieur. Ah bah oui, là, aïe, je me fais Droit mal. de le renvoyer. Effectivement, ce sont les deux conditions pour lesquelles vous avez le droit de le renvoyer. Par exemple, si un plat devait être froid, qu'il arrive chaud. Si un plat est chaud, devait être chaud, qu'il arrive froid. Et l'autre condition, si un plat ne correspond pas à ce qu'il y a marqué sur la carte. Et après, pour le vin, c'est Sylvain et bouchonné. Mais c'est les deux seules conditions. Okay. Vous n'avez pas le droit de le renvoyer. Ah ça, en fait, j'aime pas. Le restaurateur est dans le droit de vous faire payer le plat si vous en commandez un autre derrière. On continue. J'arrive seul dans un restaurant. Il y a juste une table. Le restaurant est bondé. Il reste une table de 4. Ah. Est-ce que le restaurateur est en droit de me dire non, c'est une table de 4, vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas venir? Moi, je dirais non. Il n'a pas le droit. Constance? Je pense qu'il peut dire oui. Non, il n'a pas le droit. Il faut, même si le restaurant est bondé, à part si la table est réservée. Si la table est réservée, qu'on vous dit qu'il y a une réservation. Mais par contre, vous arrivez seul, on n'a pas le droit de vous dire vous êtes seul, on ne peut pas vous installer. Bon là, le restaurateur, il peut pipoter et dire que la table est réservée. Oui, alors après, effectivement. Vous arrivez avec un chien? Droit de dire non ou pas? Oui, il a le droit de dire non. Il a le droit de dire non, effectivement. Accident au service. Un serveur renverse quelque chose sur votre robe, sur votre veste, sur votre pantalon. Qui est responsable? Qui paye? Le restaurant. Est-ce qu'on est en droit de demander réparation? Moi, je dirais oui. Oui, on est en droit de demander réparation. Ça peut aller du frais de teinturier jusqu'à un dédommagement si on ne peut pas le réparer, le vêtement. Je me fais voler mon vêtement. Comment ça se passe? Qui est responsable? Ça dépend où est le vêtement. 4 cas de figure. Premier cas de figure, il est sur votre chaise. Vous êtes responsable, pas de dédommagement. Deuxième cas de figure, il y a un porte-manteau avec un petit écriteau. Le restaurant n'est pas responsable en cas de vol. Vous êtes responsable. Troisième cas de figure, vous posez sur le porte-manteau, vous le faites voler, il n'y a pas d'écriteau. Vous pouvez demander des dédommagements. Quatrième cas de figure, quelqu'un vient à la porte du restaurant, vous prend votre manteau, va le poser sur le porte-manteau, il devient responsable automatiquement à partir du moment où il prend le manteau, il le pose lui-même sur le porte-manteau. C'est utile à savoir. Dernière info, est-ce que j'ai le droit d'emmener un doggy bag à la fin, d'emmener le reste de mon plat? Ah oui, ça c'est depuis un an et demi, c'est ça. Effectivement, à part dans les restaurants buffet à volonté, où là vous remplissez pas, vous repartez, on peut vous proposer, les restaurants doivent aussi pouvoir vous proposer des contenants pour les emmener chez vous, et ils peuvent vous faire payer le contenant. Par contre, pas ce qu'il y a à l'intérieur, vous ramenez le reste, mais par contre le contenant pour ramener, ils peuvent vous le faire payer, c'est dans leur droit, mais vous pouvez emmener le reste de votre part. Vous y allez souvent au restaurant, Constance? Oui, et je trouve que c'est très intéressant parce que même le logo fait maison... Je vais être payé pour ma chronique, c'est parfait. C'est hyper intéressant parce que le logo fait maison, pour moi, je tique tout le temps sur ça quand un restaurateur met fait maison et qu'on sent que c'est pas du fait maison et qu'il insiste, enfin c'est souvent plutôt le serveur parce qu'on l'a en face de nous, qui insiste en disant c'est du fait maison, je vous assure, et qu'on le sent que c'est industriel, on le sent qu'une sauce est industrielle. Je trouve ça vraiment dommage. Les lois sont en train de changer là-dessus aussi. Et je crois que ça change également là-dessus. Attention à ce qu'on mange, et même au restaurant. On continue et on parle du petit-déj idéal. C'est parti. Alors Sophie, il y a plein de choses autour de toi pour nous parler de ce petit-déj idéal. Tout à fait. C'est vrai que nous, on a plutôt tendance à apprécier, enfin, on a tous un peu l'habitude de manger des tartines de pain, la confiture, le beurre, le jus d'orange ou le jus de pomme, c'est ce que la plupart des Français prennent le matin. Or, c'est pas vraiment le bon déjeuner. Je sais pas, bon petit déjeuner. Je sais pas quel est le petit déjeuner que vous prenez du coup, vous, le matin? Alors, moi, c'est classique, pain fait maison. Beurre, confiture fait maison, miel, mais effectivement, on peut mettre des protéines dedans, c'est hyper important. Exactement.
Exactement, parce que finalement, la plupart des petits déjeuners que nous prenons sont riches en glucides. Et le problème de ces petits déjeuners riches en glucides, c'est qu'on va faire monter le taux d'insuline. Donc, c'est pas bon pour la santé, d'autant plus le matin. Ouais, il faut des protéines. Et les protéines vont du coup stimuler un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et ce neurotransmetteur est responsable de la motivation de l'éveil. Donc, c'est extrêmement intéressant, d'autant plus que les protéines vont réduire l'assimilation des glucides. Donc, on n'a pas de fringales dans la matinée. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on a souvent des fringales dans la matinée. Bah oui, le petit goûter du matin, il n'est pas obligatoire. Voilà. Et puis, on a ce sentiment de satiété. Donc, dans les protéines que l'on peut trouver le matin, forcément, on pense tous à l'œuf qu'on peut faire le matin, qui plaît aux enfants, aux adolescents comme aux adultes. Vous le trouvez, les protéines animales également au niveau du jambon. Donc, ça aussi, ça passe relativement bien auprès de tous les publics. Et puis, on peut le trouver aussi dans le fromage de chèvre. On l'a ici. Ou alors dans les yaourts au soja. Donc là, on aura plutôt des protéines végétales. Ça peut aussi se trouver dans nos oléagineux. On le verra plus tard. C'est aussi extrêmement intéressant de le prendre. Donc sur les œufs, il y a toujours ce débat là par rapport au cholestérol. Oui, parce on peut entendre dire, oui, si on mange trop d'œufs, ça nous apporte du mauvais cholestérol. Voilà, donc on peut en prendre jusqu'à 2, 3 par semaine. Normalement, ça ne modifie pas le taux de cholestérol. Voilà. Vous dites si elles se tombent parce que vous avez un BTS de diététique. Moi d'ailleurs, quand j'ai mis des poules, on m'a dit oulala, tu vas avoir un œuf par jour, comment tu vas faire ton taux de cholestérol va exploser. Non, parce qu'en fait, dans notre corps, 70% du cholestérol qu'on a est fabriqué par notre corps. Nous-mêmes. Donc il n'y a que 30% qui va venir de notre alimentation et notre corps est bien fait, il se régule tout Donc seul. ça ne modifie pas du tout le taux de cholestérol. Donc du coup, n'hésitez pas et prenez des poules en effet chez vous, c'est super. C'est la meilleure protéine, hein, l'œuf, c'est la meilleure protéine, la qualité de protéines. À l'époque, on se basait même sur la protéine de l'œuf qui était 100 et après on ajustait la protéine de la viande, etc. Par rapport à, cet indice, d'accord. Donc voilà sur les protéines, on les a vues et après il faut rajouter du coup des acides gras. Donc sur les acides gras, on va trouver les oléagineux, on les a tous là. Alors bon, pour ceux qui préfèrent, il y a aussi la sardine. Non, personne ne préfère. Et bien pourtant, c'est une source. Alors oméga 3, oméga 9, qui sont extrêmement bons pour la santé. Ouais. Et puis en plus dans ces oléagineux, on va trouver également le magnésium. Donc pour ça, pour le cerveau, pour la bonne santé du cerveau, des os, c'est parfait. Ensuite, on va trouver aussi les fruits. C'est vrai que je vous disais jus de pomme, jus d'orange. Alors, on a tendance à préférer le jus d'orange, le jus de pomme, sauf que là, on va trouver encore plus de sucre. Donc ça, c'est pas intéressant. Et il va falloir préférer juste un fruit, puisque dans un fruit, on va trouver plus de fibres. Et le taux de glucides est beaucoup plus faible. Donc, on oublie les jus de fruits, on préfère les fruits d'autant plus qu'on va mastiquer. Donc, on va avoir ce sentiment de satiété qui va aussi venir un peu plus tôt. Et on a des fibres, je vous l'ai dit, c'est extrêmement important, et un taux de glucides beaucoup plus faible dans un sucre. Et là, il y a, admettons, presque 10 pommes. Jamais on pourrait manger 10 pommes. À la suite, non. C'est ça qui est intéressant. On ne pourrait pas manger 10 pommes, alors qu'une bouteille, on peut la boire très rapidement. Très rapidement. Avec beaucoup de sucre. D'autant plus chez les enfants. D'où l'hyperglycémie. Oui, exactement. Le taux d'insuline monte et après, donc sur le matin, c'est un peu délicat, mais c'est aussi délicat sur toute la journée. Préférez les fruits. Et on va finir juste sur, si vous n'arrivez pas à prendre des protéines et que vous préférez toujours les produits céréaliers, préférez du coup le pain avec du pain complet ou alors les flocons d'avoine que l'on peut rajouter dans des yaourts. Oui, et puis éviter la baguette blanche, le pain complet. Le pain au levain, c'est à l'indice glycémique extrêmement élevé. Moi, j'aime bien le pain au levain. Ça me donne faim. J'adore. Ça me donne faim. Ben oui, mais mange, vas-y, serre-toi, écoute. J'avais bien compris, sardine. Je crois que vous avez un projet de livre, Constance. Oui, j'ai les éditions Hachette qui m'ont contactée, donc peut-être un projet un peu plus tard. Pour l'instant, je me consacrerai à d'autres projets. Donc plein de projets. En tout cas, vous arrivez à en vivre vraiment de cette activité de créatrice de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Depuis, mai de l'année dernière. C'est compliqué, c'est comme tout auto-entrepreneur, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Parce que la concurrence, elle est quand même super rude. C'est quoi votre valeur ajoutée vraiment à vous, peut-être, Constance ? Le talent. L'aspect technique, non, mais l'aspect technique, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, enfin, un influenceur qui sait de quoi elle parle. Moi, c'est venu à moi. J'ai bossé dans l'agro-industrie, j'ai été diète, j'ai perdu 15 kilos. Enfin bref, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie de transmettre. Je suis avant tout
technicienne que influenceuse et communicante. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est que vous faites découvrir des produits et des producteurs locaux. Oui. Voilà, le cochon de près de chez vous, des choses comme ça. Vous faites des recettes. Enfin, c'est assez complet quand même ce que vous proposez, je trouve. Donc vraiment, ne pas hésiter à vous suivre sur les réseaux. Et juste, j'ai lu quand même. Donc vous avez parlé de votre grand-mère. Hein. C'est elle qui vous a donné le goût de cuisiner quand même. Oui, beaucoup. Et ma mère, je suis née dans une famille de bons vivants. Ma grand-mère, c'est beaucoup l'aspect modèle alimentaire qui aujourd'hui ne va plus. À l'époque, on savait ce qu'on mangeait, on produisait ce qu'on mangeait. On ne pourrait pas le faire aujourd'hui parce qu'on a tous des boulots à droite et à gauche. C'est ça. Aussi. Mais il y a un troisième modèle à créer. On a créé le modèle où il y a la consommation de masse, où on mange trop. Et il y a un troisième modèle à créer qui, j'espère, va être créé par les jeunes générations, plus durable, plus sain. Ouais, ce serait bien que ce soit éduqué un peu plus à l'école. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Totalement. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Il faudrait avoir des cours de cuisine, il faudrait avoir des cours de nutrition. Il faudrait aller dans des fermes, la base de la base. Quand on va au salon d'agriculture, c'est ça. Et avoir des potagers. Faire des potagers. Ah bah tiens, on va retrouver justement, en parlant de potager, notre horticultrice préférée. C'est Karine qui nous donne ses conseils jardinage. Vous avez un potager, hein, Constance? J'ai un potager que j'ai démarré, oui, il n'y a pas longtemps. J'ai mis du fumier. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir à Karine. Ah oui, parce que moi, c'est vraiment le modèle qui me plaît. Et ce que vous racontez, ça a du sens, en fait. Et je trouve qu'il faut revenir à ses vraies valeurs au niveau du jardin et du faire soi-même. Je pense que c'est super important. Alors aujourd'hui, tu nous parles plutôt de fleurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de fleurs. Je vais vous parler du pélargonium parce que c'est une très vieille plante, mais qui est un petit peu boudée. Elle est considérée comme une vieille plante, donc c'est vrai que les gens ont du mal à passer le pas pour acheter cette fleur qui est pourtant magnifique, qui est extrêmement résistante. Donc c'est la même famille que les géraniums qu'on connaît, sauf que la différence qui est relativement importante, c'est qu'au lieu de la mettre complètement en plein soleil, elle a été moins travaillée de ce côté-là. Elle se comportera plus comme le pélargonium odorant. Vous savez, toutes les plantes qui ont des odeurs et des senteurs et qu'on met à la citronnelle pour éloigner les moustiques. Oui. Elle a plus ce comportement-là. Il faudra la mettre mi-ombre, mi-soleil. Mais elle n'a pas d'odeur, elle. Elle n'a pas d'odeur. Par contre, elle a une fleur spectaculaire. C'est joli, hein. Donc, elle est bicolore. Alors, il y a des bicolores, il y en a des noirs très foncés. Là, j'ai amené une bicolore avec du foncé pourpre. Il y en a une saumonée ici, juste devant. J'avoue qu'elles ont des couleurs assez surprenantes et une floraison très, très importante. Et c'est une plante plutôt... Alors, j'aime bien les plantes à cultiver en pleine terre, mais là, c'est plutôt pour de la potée. Et c'est aussi pour des plantes qu'on va mettre mi-ombre, mi-soleil. On parle toujours du plein soleil. Mais moi, j'aime bien aussi les jardins d'ombre ou les endroits un petit peu... Et du coup, ça amène un petit peu de couleur et c'est très facile à garder pendant tout l'été. Du mois de mai jusqu'au mois de septembre, vous allez pouvoir la laisser complètement à l'extérieur et le reste du temps plutôt au chaud. C'est une plante qui aime bien quand même la chaleur. Une température entre 18 et 20 degrés, c'est l'idéal pour elle parce que sinon, au-dessus, si vraiment elle est en plein soleil, elle va demander énormément d'eau et énormément d'engrais. La seule difficulté, je dirais ça, c'est vrai que les gens ont du mal à le faire, quand une fleur est terminée, comme celle qu'on a ici, alors elle n'est pas complètement fanée, mais c'est pour vous montrer le geste, quand c'est fini, il ne faut pas juste enlever un pétale ou une fleur qui est finie. Il faut vraiment enlever la totalité de la hampe florale. Donc là, on descend ici, c'est cassant comme du géranium, et on va casser, regardez, hop, et j'ai cassé. Mais elle n'était pas fanée, celle-là. Alors, mais c'était pour vous montrer. Mais je suis triste, ça me fait de la peine. Oui, mais il faut que je vous montre, parce que c'est vrai que si vous ne faites pas ça, vous allez empêcher en fait les fleurs qui sont sous le dessous de remonter. Donc il faut absolument le faire pour que le pélargonium puisse vraiment prendre sa place et vraiment se mettre à fleurir. Donc mi-ombre, mi-soleil, un arrosage constant, modéré, 1 à 2 fois par semaine. Par contre, mettez un petit peu d'engrais. Alors, on n'est pas obligé de mettre un engrais chimique. Hein. On peut mettre tout à fait un fumier décomposé, du compost ou du jus de compost, on en avait parlé. C'est ce que vous faites, vous, un petit peu au jardin? Le fumier de mes poulettes et de cheval aussi. Alors oui, alors par contre... Attention, pour le potager. Voilà, pour le potager. Vous avez un cheval, des chevaux? Les voisins. C'est bien. Alors par contre, c'est vrai que le fumier de cheval, très intéressant au niveau du fumier, mais par contre, il faut le laisser vieillir. Hein. Il ne faut pas le mettre frais. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et tous ces fumiers d'origine animale ont vraiment une grosse importance au jardin, mais même sur nos fleurs. C'est-à-dire qu'on a tendance à parler que du potager, mais on peut complètement les amener sur les fleurs en petite quantité, ou vraiment, mais alors par contre, bien décomposées. Et par contre, oubliez l'herbe.
Je vous en supplie. L'herbe coupée, l'herbe de tonte. Oui. Ah. Ça, il faut oublier. Pourquoi? Parce que ça, alors ça contient énormément d'azote au moment de la décomposition. Okay. Donc ça veut dire que ça va brûler. Moi, je vous invite juste à faire un tas d'herbes et de mettre votre main à l'intérieur. Vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer? On monte jusqu'à 85 degrés. Ah, on se brûle la main, quoi. Alors, on est bien d'accord. On l'enlève avant. Ouais, on l'enlève avant. Ouais. Non, mais ça veut dire qu'on monte très très chaud. D'accord. C'est vraiment, ça va être vraiment. On le voit d'ailleurs. Ça fume. Quand vous voyez que ça fume, c'est que c'est en train de se décomposer. Mais vraiment, ça développe de l'azote et il faut absolument pas le mettre sur les fleurs. Pour revenir Elles fleurissent de quand à quand, Julie? Alors, c'est ce que je me demandais. Et combien de temps? Alors, voilà. pendant tout l'été. Donc c'est pour ça elles ont vraiment une grosse générosité. Oui. Donc de mai en fait, à partir du mois de mai, on commence. Alors là, on commence un petit peu à les trouver. Dans des premières productions sont en train de sortir et elles vont fleurir jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc c'est très intéressant. Donc ça fait vraiment de très jolis potées fleuris. Mais par contre, vraiment la condition mi-ombre, mi-soleil. D'accord. Ça c'est important. Au niveau du jardin, c'est vrai que moi je trouve que quand on les met à l'ombre, elles ont vraiment des lumières et des quantités de couleurs. Vous allez pouvoir en trouver de toutes les formes et la garder toute l'année. Bah écoute, merci beaucoup parce que moi je connaissais pas trop. Oui, le pélargonium, il est moins connu que le géranium. Et ben tu m'as convaincue. Oui. Peut-être que je vais en mettre au jardin. Oui. Meilleure influenceuse culinaire, Constance. Meilleure influenceuse horticultrice jardin, c'est Karine Denis. Merci beaucoup Karine et merci beaucoup Constance d'être venue nous prodiguer quelques conseils. Et puis il faut pas hésiter à la suivre sur les réseaux. Ça c'est pour la bonne cause, pour notre cause à tous. Voilà, le bien manger depuis votre Périgord. Merci beaucoup Constance. Merci. Allez, à demain, même heure, même lieu. Salut.